Un parfum d'ambre flotte encore sur la Riviera. Une femme au passé effacé, un éventail brisé et un secret venu d'Orient. Dans les couloirs feutrés d'un grand hôtel, les murmures du passé s'invitent sans prévenir. La vérité, tapie dans l'ombre, attend son heure. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Après plusieurs mois passés à Buenos Aires, je revins à Londres avec une sensation de légèreté que je n'avais plus connue depuis longtemps. Le port, les pavés luisants de pluie, l'odeur familière du thé noir dans les salons de la gare, tout cela m'évoquait un monde qui, malgré la distance, ne m'avait jamais vraiment quitté. C'est à peine avais-je posé le pied à Claridge's qu'un télégramme m'attendait. Le papier était fin, l'écriture minuscule, mais parfaitement reconnaissable. Hercule Poirot, fidèle à lui-même, n'écrivait jamais plus de mots que nécessaire. Hastings, urgence discrète, venez, le vent, mystère probable. H. P. Je ne pus réprimer un sourire. À peine revenu, je me retrouvais de nouveau à courir derrière les mystères, au bras de mon ami. Quelques heures plus tard, je franchissais la porte du 203 de Whitehaven Mansions. Là, dans son fauteuil préféré, parfaitement droit, les moustaches impeccablement cirées, Poirot m'accueillit comme si je n'étais parti que la veille. « Mon ami, vous êtes revenu à temps. Nous avons une invitation, et peut-être un crime en germe. » Je haussai un sourcil. Une invitation? Un crime? Mon instinct de soldat se redressa aussitôt. « Beaulieu-Lorient » annonça-t-il solennellement, en me tendant une enveloppe crème à l'entête dorée. Une perle méconnue de la Riviera. Soleil, palmier, silence trop poli. Il se leva pour marcher jusqu'à la fenêtre, mains croisées dans le dos. Cécile d'Alban nous y attend. Elle m'a écrit dans un état de trouble que je ne lui connaissais pas. Il n'est pas dans ses habitudes de s'alarmer sans motif. Et pourtant, ces mots. Il marqua une pause, puis cita de mémoire. Je sens des regards me suivre, et je n'arrive plus à dormir. Tout semble trop beau pour être vrai. Je fronçai les sourcils. Poirot me jeta un regard aigu. Vous voyez, Hastings, même les lieux de lumière peuvent cacher les ombres les plus anciennes. Un frisson me parcourut. J'avais rêvé de repos, de calme, mais je savais pertinemment qu'avec Poirot, même la Méditerranée pouvait cacher des cadavres. Je refermai ma valise. Le mystère, visiblement, ne nous avait jamais quittés. 3 jours plus tard, nous arrivions à Beaulieu-Lorient, et l'hôtel du Levant apparut dans un éclat presque irréel. Une façade d'un blanc immaculé se découpait entre les cyprès, les bougainvilliers et les terrasses en escalier tournées vers la mer. À peine franchi le seuil, je fus saisi par l'atmosphère. Rien n'y manquait. Marbres anciens, personnel discret, un parfum subtil de lavande et de cire d'abeille. Et pourtant, une chose me frappa aussitôt. Ce calme n'était pas naturel. C'était un silence feutré, maintenu comme une tapisserie tendue à l'extrême. Poirot, lui, semblait parfaitement à son aise. Il observe les lieux, les hôtes, les tapis, les poignées de porte, comme s'il avait déjà perçu quelque chose. Il me glissa doucement. Regardez ces visages, mon ami. Chacun semble savoir quelque chose que l'autre ignore. Voilà un bon signe. Je ne compris pas immédiatement ce qu'il voulait dire, mais je sentais, moi aussi, ce trouble sous-jacent. Un battement étrange derrière le luxe, un murmure, un froissement de secret. Nous retrouvâmes Cécile d'Alban sur la terrasse orientale, entourée de quelques invités, vêtus d'un lin ivoire qui flottait au vent. Elle tenait dans la main droite un éventail en nacre, magnifique et délicat, qu'elle faisait jouer avec grâce, presque machinalement. Elle se leva à notre approche, souriante,
Mais son regard n'avait rien de paisible. Il vacillait d'un visage à l'autre comme s'il guettait une menace invisible. « Hercule, dit-elle doucement, vous êtes venu, merci. » Elle me salua aussi avec affection, mais ses mains tremblaient légèrement. L'éventail glissa presque. Elle le rattrapa vivement. « Tout est si calme ici. Trop calme, peut-être ?» Poirot l'observait avec intensité. Il regardait l'éventail plus que son visage, comme si cet objet racontait une vérité plus grande que ses mots. Autour d'elle, les autres convives s'étaient figés à notre arrivée, et je sentis aussitôt une crispation dans l'air. Quelque chose, dans ce lieu et dans cette femme, portait la marque d'un secret, non pas récent, mais ancien, enfoui, prêt à remonter à la surface. Le soir même, un dîner était organisé en notre honneur sur la terrasse principale. Sous un ciel clair, constellé d'étoiles, tout semblait parfait, nappe blanche, cristallerie fine, musique discrète, mais l'harmonie n'était qu'apparente. Autour de la table, les regards se croisaient avec une précision qui me parut presque chorégraphiée. On souriait beaucoup, mais on ne se parlait guère. Roland Voltrin, le neveu de Cécile, charmeur invétéré, riait plus fort que les autres, mais ses yeux surveillaient chaque mouvement de sa tante. Madame Corallian, une dame d'une beauté grave, observait l'éventail de Cécile avec une fixation à peine dissimulée. Le docteur Ellis restait silencieux, penché sur son assiette, tandis qu'une jeune artiste, aux gestes brusques, Lysiane Perrault, semblait sur le point de fuir la table à tout moment. Poirot, lui, mangeait avec lenteur, les yeux mi-clos, comme s'il écoutait autre chose que la conversation. À un moment, il tourna la tête vers moi et murmura « Mon ami, ici, chacun sait quelque chose qu'il n'ose pas dire. » Et je compris alors que la beauté de ce lieu cachait une vérité si ancienne, si dense, qu'elle pourrait bien éclater sous la plus douce des nuits. Au fil des heures et des verres de limoncello, je commençai à mieux observer les convives réunis autour de Cécile. Chacun, à sa manière, incarnait une pièce du tableau étrange que nous étions venus contempler. Mais ce n'était pas un tableau paisible, non. Plutôt une fresque tendue, silencieuse, mais vibrante, de quelque chose de non dit. Il y avait d'abord les sourires, trop parfaits, trop figés. Des rires flottaient parfois, mais ils semblaient se heurter à une barrière invisible. Les regards glissaient sur les visages, puis se détournaient, comme s'ils évitaient quelque chose. Poirot, lui, restait silencieux. Il observait. Ses yeux passaient de l'un à l'autre avec une minutie presque cruelle, et je me doutais qu'il notait déjà bien plus de choses que je ne pouvais en saisir. Moi, je m'efforçais simplement de mémoriser les noms, les liens, les gestes, et je sentais grandir cette sensation curieuse, celle d'être au cœur d'une comédie aux rideaux encore fermés, une pièce qui n'attendait plus que le premier mensonge pour commencer. Ce qui me frappa le plus, en la revoyant ainsi au centre de cette assemblée soignée, ce fut combien Cécile d'Alban semblait à la fois brillante et brisée. Son sourire, large, maîtrisé, presque théâtral, contrastait vivement avec la tension nerveuse qui trahissait ses gestes. Elle portait un bijou ancien à son cou, une sorte de pendentif oriental, mais c'était son éventail en nacre qui captait toutes les attentions. Elle le maniait comme un bouclier, en alternant gestes souples et claquements nets. Une femme qui sait attirer l'œil, tout en voulant s'en protéger. À plusieurs reprises, je surpris ses doigts qui tremblaient, ses yeux qui se perdaient dans le vide ou qui s'arrêtaient trop longtemps sur un détail banal. Une flamme de bougie, une bague à une autre main. Elle parlait avec prestance, parfois avec ironie,
mais jamais longtemps. Et entre deux phrases, elle s'absentait, non pas physiquement, mais intérieurement, comme si elle luttait en permanence contre une pensée obsédante, un souvenir qu'elle n'osait plus formuler. Il y avait quelque chose de tragique chez elle, et ce n'était pas la solitude d'une veuve, non. C'était autre chose, plus ancien, plus enfoui. Le neveu de Cécile, Roland Vautrin, était de ces hommes à qui l'on tend d'emblée la main, tout en gardant l'autre sur son portefeuille. Grand, le sourire éclatant, la mèche savamment négligée, il semblait s'être fondu sans effort dans les habitudes d'une certaine bourgeoisie de loisirs. Il faisait rire, il parlait vite, avec esprit, et ponctuait ses phrases de gestes exagérés. Il parlait souvent de ses petites affaires à Paris, laissait entendre qu'il était dans les antiquités, mais toujours avec un flou artistique qui éveilla chez moi un léger malaise. Ce qui me dérangea davantage, ce fut sa façon de regarder sa tante. Ce n'était pas de la tendresse, c'était une surveillance, une attente, comme un joueur patient devant une carte qu'il savait bientôt retourner. Il multipliait les plaisanteries, certaines légères, d'autres franchement malvenues, sur l'argent, les héritages, la solitude des femmes riches. À un moment, il déclara avec un sourire en coin « Ah, les secrets de famille, s'ils étaient cotés en bourse, je serais un homme très riche. » Je surpris le regard glacé de Poirot alors qu'il entendait ces mots. Il ne dit rien, mais je savais qu'il les avait notés. Moi-même, je sentais que sous ce vernis charmant se cachait un jeune homme bien plus inquiet de son avenir financier que de la santé morale de sa tante. Elle était arrivée après les autres, discrètement, drapée dans une étole prune, les cheveux tirés en chignon bas. On la présenta comme Madame Corallian, poétesse d'origine arménienne, en séjour prolongé sur la côte. Ce qui me frappa d'emblée, ce fut son regard, sombre, profond, mais d'une fixité étrange. Elle parlait peu. Quand elle le faisait, ses phrases étaient-elles courtes, choisies, parfois métaphoriques, un silence cultivé, presque cultivé comme une seconde langue. Elle ne quittait pas des yeux l'éventail de Cécile. Et ce n'était pas une simple admiration d'esthète, non. Il y avait, dans ce regard, quelque chose de personnel, d'intense, de douloureux, comme si cet objet brillait d'un éclat trop familier, trop intime. Quand je lui posais quelques questions sur son travail d'écriture, elle répondit « Je m'intéresse surtout aux pertes, à ce qui reste quand tout s'effondre. » Une réponse banale, peut-être, mais dite avec une voix si basse, si grave, que j'en ressentis un léger frisson. Poirot l'écouta longuement, sans jamais intervenir. Mais je savais qu'en lui, 1000 fils invisibles étaient déjà en train de s'assembler. Le docteur Ellis était sans doute le plus discret du groupe, un homme fin, aux gestes mesurés, qui semblait constamment absorbé par des pensées, éloignées de l'instant. Il parlait peu, mangeait lentement et souriait sans jamais montrer les dents. On nous dit qu'il enseignait l'histoire ottomane à l'université de Genève, qu'il avait été invité à Beaulieu-Lorient pour participer à une conférence privée sur les archives locales. Lui-même, toutefois, parlait rarement de son domaine, et lorsqu'il le faisait, c'était avec un recul troublant, comme si l'histoire ne le passionnait que dans la mesure où elle pouvait être oubliée. Je notai plusieurs fois qu'il regardait la mer, non pas par admiration, mais comme on observe un lieu où quelque chose fut enseveli. Lorsqu'il croisa Poirot, il s'inclina légèrement et déclara « Monsieur, on me parle souvent de vous, mais j'espère ne jamais avoir à solliciter vos services. » Le ton était calme, mais une tension furtive passa entre eux. Poirot répondit d'un simple hochement de tête. Je n'aurais su dire pourquoi, mais ce docteur m'inspirait une curiosité teintée d'inquiétude, comme s'il était là,
en attente d'un passé qu'il espérait ne jamais revoir. Lyciane était la plus jeune des invitées, une artiste parisienne, peintre ou illustratrice selon les jours. Elle portait des vêtements amples, des colliers de perles de verre et des gestes saccadés. Elle semblait toujours en alerte, comme un animal blessé. Elle ne restait jamais longtemps au même endroit, se levait, se rasseyait, gribouillait sur un carnet, puis l'arrachait violemment pour recommencer. Elle évitait les regards, sauf ceux de Cécile, qu'elle fixait parfois avec une intensité dérangeante. Lorsqu'un convive évoqua, par plaisanterie, les mystères de la noblesse française et ses petits arrangements, Lyciane se crispa brutalement et brisa son verre d'un geste nerveux. Poirot l'observa, mais ne dit rien. Plus tard, il me murmura « Cette jeune femme cache quelque chose. Ce n'est pas un crime, je pense, mais une cicatrice. » Je ne pouvais qu'acquiescer. Il y avait en elle quelque chose d'à la fois brisé et affûté, comme un fil tranchant que le vent agite. Alors que les convives quittèrent la terrasse, le vent s'était levé et les lanternes frémissaient sur leurs chaînes. Je restai seul un instant, contemplant la mer sombre. C'est alors que Roland s'approcha de moi, un verre à la main, l'air faussement détendu. Il se pencha et murmura, presque avec amusement, « Vous savez, capitaine, ici, la vérité dort sous le sable. Il suffirait qu'un courant la découvre, et tout exploserait. » Je me retournai, surpris, mais il s'éloignait déjà, le sourire aux lèvres. Je le regardais disparaître dans l'obscurité du jardin, et je sus que cette remarque dite à demi-voix n'était pas un hasard. C'était un avertissement. Il était un peu plus de 2 heures du matin, lorsque je fus arraché à mon sommeil par un cri d'une intensité saisissante. Long, aigu, presque inhumain, il s'éleva du dehors avec une telle violence que je crus d'abord atteint cauchemar. Mais le silence qui suivit, lourd, pesant, chargé de quelque chose de suspendu, ne laissait aucun doute. Ce cri venait bien du réel. Je bondis hors du lit, ouvris les volets et distinguai, au loin, des silhouettes s'agiter en direction de la plage. Les lanternes vacillaient dans le jardin. J'entendais des pas précipités, des voix étouffées. Je croisais Poirot dans le couloir. Il était déjà habillé, l'air grave, tenant dans sa main une petite lampe de poche, sa cravate parfaitement nouée malgré l'heure. « Allons-y, mon ami, » dit-il d'une voix calme mais tendue. « Il est arrivé quelque chose. » Et dans mon ventre, une certitude s'installa, douloureuse et immédiate. Ce cri n'était pas un avertissement, c'était une fin. Lorsque nous atteignîmes la plage privée de l'hôtel, la scène qui s'offrit à nous fut à la fois irréelle et glaçante. Le corps de Cécile d'Alban reposait sur le sable, étendu de côté, comme figé dans une pose tragiquement gracieuse. Sa tête semblait avoir heurté quelque chose, une pierre peut-être, et un mince filet sombre marquait sa tempe. Elle portait encore sa robe légère du dîner, froissée, soulevée en partie par le vent. À côté de sa main gauche, l'éventail en nacre gisait, brisé en deux. Une des coquilles était fendue, l'autre maculée d'un éclat rougeâtre. Il y avait là une symbolique effrayante, comme si l'objet qui fascinait tant les regards avait été le témoin ou l'outil du drame. Le sable autour d'elle portait des traces multiples, pas désordonnés, froissements de tissus, empreintes qui se croisaient, s'effacèrent déjà sous la brise nocturne. Mais c'était ce silence, ce terrible silence autour d'elle qui me frappa le plus. Même les cigales s'étaient tues. Je sentis un frisson glacé me parcourir l'échine. Elle était morte, et rien, dans ce lieu, ne semblait en contradiction avec cette terrible certitude. Rien, sauf, peut-être, l'attitude de Poirot.
alors que d'autres regardaient la scène avec stupeur, ou murmuraient entre eux. Poirot s'approcha du corps, avec une lenteur presque cérémonieuse. Il ne dit rien. Il s'agenouilla, observa, se releva, fit quelques pas en retrait, les mains jointes derrière le dos. Je le connaissais assez pour comprendre qu'il avait déjà perçu ce qui clochait. Il s'adressa d'abord à un employé de l'hôtel. Personne ne touche à rien. Que tout reste en l'état. Puis il scruta les alentours, les yeux plissés comme pour saisir une vérité trop fine pour les regards ordinaires. « Hastings, me dit-il soudain, voyez-vous ce que je vois ?» Je suivis son regard, mais ne compris pas ce qu'il désignait. Il y a du désordre, oui, mais ce désordre est construit, organisé, trop évident. Cela sent la mise en scène. Je voulus lui demander ce qu'il entendait par là, mais il me fit signe d'attendre. Son regard s'était arrêté sur un détail, minuscule sans doute, mais suffisant pour éveiller ces petites cellules grises. Cécile n'était pas tombée ici par hasard. Quelqu'un avait voulu qu'on la trouve, exactement comme cela. Hastings approchait un instant, observait ses chaussures. Je me penchai. Cécile portait des escarpins en satin clair, assortis à sa robe. Étrangement, ils étaient immaculés. Pas une trace de sable, ni d'humidité, ni de déformation. Je fronçai les sourcils. Ce n'est pas logique, n'est-ce pas? Souffla Poirot. Cette plage est humide, le sable colle. Elle lui a été retrouvée ici, sur ce rivage, mais ses chaussures sont comme neuves. Il fit quelques pas en cercle autour du corps, puis s'arrêta. Conclusion, elle n'a pas marché jusqu'ici, elle a été portée. Un frisson me parcourut. Cela signifiait que l'endroit du crime n'était peut-être pas celui où le corps avait été découvert. Cela impliquait préméditation, force physique et une connaissance précise des lieux. Poirot se redressa, l'air grave. L'assassin a souhaité que nous la trouvions ainsi. C'est un message. Il a disposé le corps comme une offrande ou un avertissement. Il se pencha une dernière fois vers l'éventail brisé. Et cet éventail, Hastings, il a été cassé volontairement. Il ne s'agit pas d'un simple accident. Il symbolise quelque chose. Lorsque nous remontâmes vers l'hôtel, le silence s'était épaissi, comme si la bâtisse elle-même retenait son souffle. Les invités commençaient à se rassembler dans le grand salon, certains encore en robe de chambre, d'autres déjà vêtus, le visage pâle, les yeux rougis ou fuyants. On parlait à voix basse, on murmurait des noms, on évoquait la possibilité d'un malaise, d'un accident, mais personne n'y croyait vraiment. Poirot s'avança, l'air solennel. « Mesdames, messieurs, je vous prie de ne pas quitter l'établissement. Il est de la plus haute importance que personne ne disparaisse cette nuit. » Un murmure d'inquiétude se fit entendre. Madame Corallian se tenait en retrait, le regard vide. Roland Vautrin serrait un verre vide d'une main tremblante. Le docteur Ellis, silencieux, observait les réactions avec une attention glaciale. Poirot se tourna vers le directeur de l'hôtel. « Je vous demanderai de prévenir les autorités locales dès l'aube. En attendant, je me charge de la surveillance et du commencement de l'enquête. » Puis, à voix plus basse, pour moi seul, « Hastings, le mensonge a déjà commencé. Je le sens dans chaque regard. Restez attentifs. Ce meurtre n'est que la première fissure. » Au petit matin, l'hôtel était plongé dans un calme oppressant, différent de celui que j'avais perçu à notre arrivée. Ce n'était plus la tranquillité feutrée des lieux mondains, mais un silence figé, suspendu au-dessus des têtes comme un poids invisible. Poirot, inflexible malgré la fatigue de la nuit, convoqua les invités dans un petit salon privé, aux rideaux tirés, où le parfum des lys était presque trop fort. « Je vais vous interroger un à un.
dit-il simplement. Ce sera bref. Il ne s'agit pas d'une accusation, mais d'un devoir. Une femme est morte, et le silence est rarement innocent. Il s'installa dans un fauteuil à dossier droit, son carnet sur les genoux. Moi j'étais assis à ses côtés, crayon en main, bien que je doutasse de pouvoir imiter son acuité. Ce fut Roland Vautrin qui entra le premier. Il avait changé de veste, mais ses traits trahissaient une nuit sans sommeil. Poirot m'adressa un regard rapide. Écoutons les versions, Hastings. C'est dans la répétition des mensonges que se cache souvent la vérité. Roland s'assit, avec une souplesse trop étudiée, pour être sincère. Il avait les yeux rougis, sans doute par le manque de sommeil, ou quelques gouttes opportunes versées sur ses paupières, avant d'entrer. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-il d'une voix voilée. Ma tante, elle n'était pas parfaite, bien sûr, mais elle était encore si vive. Poirot ne répondit pas. Il observait. « Où étiez-vous entre minuit et 2 heures ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Dans ma chambre. J'ai lu, un moment. Puis je suis sorti sur le balcon pour fumer. Je n'ai rien vu, rien entendu avant le cri. » Poirot hocha lentement la tête, puis son regard descendit vers le poignet du jeune homme. « Votre montre, monsieur Vautrin, elle est fort élégante, mais il manque une aiguille. » Roland sursauta légèrement, puis sourit. « Oh, cela, rien de grave. Elle s'est décrochée hier soir, je crois. Je devais la faire réparer. » Poirot sourit poliment. « Bien entendu. Vous comprendrez que je vous demande de ne pas quitter l'hôtel. » Roland se leva, hésita à ajouter quelque chose, puis se ravisa. En refermant la porte, il jeta un regard bref vers l'éventail brisé, posé à côté de Poirot. Et je sus, à cet instant, qu'il savait plus qu'il ne voulait bien le dire. Madame Corallian entra sans bruit, sa longue robe de lin pâle glissant sur le tapis comme une brume. Elle salua Poirot d'un simple hochement de tête, mais ses yeux restaient fixés sur l'éventail, comme hypnotisés. « Vous connaissiez bien Madame d'Alban ?» demanda Poirot avec douceur. Elle répondit après un court silence. Suffisamment pour savoir qu'elle portait un chagrin invisible. Elle vivait dans la lumière, mais écrivait des lettres comme on écrit des adieux. Poirot fronça les sourcils. « Vous avez évoqué hier soir une vérité que Madame d'Alban n'aurait jamais révélée. Que vouliez-vous dire par là ?» Madame Corallian baissa les yeux. « Il y a longtemps, bien avant que vous ne la connaissiez, elle a été témoin de quelque chose. Elle n'a rien dit, elle a laissé les années passer. Mais le passé, monsieur Poirot, a une mémoire tenace. » Poirot resta immobile un long moment. « Et ce passé vous concerne, madame ?» Elle releva les yeux vers lui. « Disons qu'il me traverse, comme il l'a traversé. » Puis elle ajouta, presque en chuchotant, « Il y avait une dette, elle ne l'a jamais payée. » Elle se leva avant même qu'on ne la congédie, et le silence qui suivit son départ fut plus éloquent que n'importe quelle confession. Lysiane entra d'un pas incertain, le visage pâle, les mains crispées sur son carnet de croquis. Elle semblait bien plus jeune que la veille, vulnérable, presque brisée. « Vous n'avez pas bien dormi, mademoiselle Perrot ?» demanda Poirot avec un ton inhabituellement doux. Elle secoua la tête. « Non, et pas avant non plus. Hier soir, j'étais sorti sur la terrasse, seul. Je n'arrivais pas à fermer l'œil. »« Qu'avez-vous vu ?» Elle hésita. « Rien. Mais j'ai entendu quelque chose, une voix, ou plutôt une chanson. » Poirot s'inclina légèrement en avant. « Une chanson ?» Elle acquiesça. Quelque chose d'ancien. Une mélodie étrangère, très lente, comme un murmure dans le vent. Il y eut un long silence. « Vous la reconnaîtriez ?» Elle ferma les yeux,
fredonna quelques notes incertaines. Poirot hocha la tête, pensif. « Merci, mademoiselle. Cela peut avoir de l'importance. » Quand elle quitta la pièce, je la vis se tenir un instant contre le mur du couloir, comme pour reprendre appui. Et je sentis, pour la première fois, que cette jeune femme avait été profondément atteinte par cette nuit. Peut-être bien plus que les autres. Le docteur entra d'un pas assuré, mais sans arrogance. Il s'assit avec calme, le regard limpide, presque vide. « Vous avez entendu le cri, docteur Ellis ?» demanda Poirot sans détour. L'homme secoua la tête. « Non, j'ai le sommeil très lourd. Toujours eu. Quand je dors comme un mort. » Poirot hocha doucement la tête. Curieux tout de même. Plusieurs invités ont entendu ce cri, et votre chambre n'est pas plus éloignée que celle de mademoiselle Perrault. Le docteur ne se troubla pas. « Je n'ai rien à cacher, monsieur Poirot. Je suis venu ici pour quelques jours de repos. Je connaissais madame d'Alban à peine, une ou deux conversations, pas plus. » Poirot l'observait en silence. « Vous êtes historien spécialiste de la période ottomane, n'est-ce pas ?» Un imperceptible tressaillement passa dans le regard du médecin. « Oui, l'Empire ottoman est ma spécialité. » « Et le nom de Narinjan, cela vous évoque-t-il quelque chose ?» Le silence fut plus long cette fois. « Non, absolument rien. » Poirot se contenta d'un sourire poli. Mais lorsque le docteur se leva pour sortir, j'eus la très nette impression que Poirot venait de semer, par cette dernière question, une graine destinée à germer très prochainement. Le soleil était déjà pelquesté lorsque Poirot m'emmena sur la plage. Il marchait lentement, comme perdu dans ses pensées, son chapeau bien ajusté, ses chaussures impeccables même dans le sable. « Hastings, dit-il soudain, il y a un détail qui me résiste, une pièce du puzzle qui ne veut pas se poser. » Nous longions la limite des rochers quand il s'arrêta brusquement. À ses pieds, une chose brillait, sous une mince couche de sable humide. Il se pencha, souffla doucement dessus, puis se redressa, l'objet entre deux doigts. Un médaillon, ancien, lourd, et au revers, deux initiales gravées ND. Il ne dit rien pendant un long moment. Voilà le chaînon que j'attendais. Je m'approchai. Ce médaillon, vous pensez qu'il appartenait à Cécile ? Il secoua lentement la tête. Non, mon ami. Ce bijou vient de plus loin que cette plage, et il n'était pas là par hasard. Il a été déposé, comme un rappel, comme une signature. Il ferma les yeux un instant. Ce crime n'est pas né d'hier. Il vient d'une dette, d'un serment brisé, et désormais, nous devons écouter le passé, car c'est lui qui crie le plus fort. Le lendemain matin, alors que le soleil filtrait à peine à travers les stores du salon, une agitation soudaine s'empara de l'hôtel. Deux agents de la police locale venaient d'arriver, alertés dès l'aube par le directeur, comme l'avait demandé Poirot. Ils inspectèrent sommairement les lieux, échangèrent de quelques mots brefs avec les invités, puis s'éclipsèrent à l'étage. Un quart d'heure plus tard, ils redescendaient, tenant Roland Vautrin par le bras. Ce dernier, décoiffé, blême, mais toujours un rien théâtral, tentait de plaisanter. « Messieurs, il y a méprise, j'en suis sûr. Je suis bien trop élégant pour assassiner une femme. » Mais les policiers ne souriaient pas. L'un d'eux expliqua, en français hésitant, qu'on avait retrouvé dans les chaussures de Roland des grains de sable identiques à ceux de la plage privée, et que son alibi était peu convaincant. Je restais figé, tout allait trop vite. Poirot, lui, demeura en retrait, les bras croisés. « Un interrogatoire au poste s'impose », conclut l'un des agents. Et ainsi, Roland fut emmené.
Cécile d'Alban n'avait pas encore été enterrée, que déjà son héritier potentiel était menotté. Mais dans les yeux de Poirot, je ne vis aucune satisfaction, seulement un agacement naissant. Les policiers ne mirent pas longtemps à exposer leur raisonnement. Il était, en apparence, imparable. Roland Vautrin était le neveu et seul héritier de Madame d'Alban. Il était criblé de dettes, connu pour ses frasques à Paris, et plusieurs employés de l'hôtel confirmèrent qu'il s'était disputé avec sa tante dans les jours précédant sa mort. Ajoutez à cela les traces de sable dans sa chambre, et le tableau était complet. Je dois reconnaître qu'en écoutant leur présentation, une partie de moi fut ébranlée. Les faits, mis bout à bout, formaient un motif cohérent. Trop cohérent, peut-être, mais je ne voulais pas l'admettre encore. Je tournai les yeux vers Poirot, qui feuilletait lentement son carnet de notes sans rien dire. Il paraissait ailleurs, détaché, comme si cette démonstration lui inspirait davantage d'ennui que de conviction. « Et les chaussures ?» murmurai-je enfin. Il me jeta un regard oblique. « Justement, mon ami, c'est toujours lorsque tout paraît trop simple qu'il convient de s'inquiéter. Pourtant, malgré moi, le doute s'infiltrait. Je repensais à Roland, à ses airs supérieurs, à ses plaisanteries douteuses sur l'héritage, à ce regard oblique qu'il avait jeté à l'éventail brisé. Était-ce là l'assurance d'un homme au-dessus de tout soupçon, ou l'inconscience d'un jeune homme convaincu de pouvoir échapper aux conséquences? Je me surpris à vouloir qu'il soit coupable. Cela aurait tout expliqué. L'argent, la jalousie, l'impatience d'un héritier, le mépris d'un neveu pour une vieille tante trop lucide. C'était un mobile simple, presque classique, rassurant en un sens. Peut-être cette fois, Hercule, peut-être que c'est aussi simple que cela, osai-je dire. Il ne répondit pas. Il observait le médaillon entre ses doigts, comme s'il interrogeait le métal. Il y avait du sable dans ses chaussures, insistai-je, et pas sur celle de la victime. Répliqua-t-il calmement. Je me tus. Il y avait toujours, dans le silence de Poirot, une supériorité douce mais tranchante, comme s'il nous laissait, nous autres, nous enfoncer dans la logique pour mieux la briser ensuite. Ce fut ce soir-là, sur la terrasse déserte, que Poirot me fit part de son agacement. « Hastings, vous êtes intelligent, mais vous aimez trop les histoires claires. Or, le crime, mon ami, est rarement limpide. » Je ne répondis rien. Il poursuivit. « Les preuves contre M. Vautrin sont commodes, trop bien ordonnées, trop visibles. C'est comme une nappe sans pli. On y devine la main qui l'a repassée. » Il leva le médaillon à la lumière des lanternes. « Ce bijou, vous voyez, ne ment pas. Il est ancien, oriental, gravé des initiales N.D. Il vient du passé. Il appartient à un récit plus ancien que ce que la police imagine. Et cette affaire ne sera résolue qu'en regardant plus loin que l'argent et les querelles de famille. » Je compris alors ce que Poirot insinuait. Ce crime n'était pas né de la jalousie d'un héritier, mais d'un secret, un secret tissé sur des décennies et que l'on avait cru pouvoir enterrer. Le coupable, Hastings, n'a pas tué pour obtenir. Il a tué pour cacher. La phrase résonna en moi comme une gifle. Poirot parla ensuite plus bas, presque pour lui-même. Ce n'est pas l'or qui motive ce crime, c'est la peur. La peur qu'une vérité oubliée revienne troubler une vie soigneusement bâtie. Il se leva, remit le médaillon dans sa poche et me lança un regard lourd de sens. Nous avons affaire non pas à une impulsion, mais à une orchestration, et la partition vient de loin. Je compris alors que l'enquête venait à peine de commencer, et que la lumière crue de la Riviera n'éclairait peut-être qu'un rideau,
derrière lequel une ombre plus ancienne nous observait déjà. Le lendemain matin, alors que l'agitation causée par l'arrestation de Roland retombait peu à peu, Poirot demanda à voir les effets personnels de la défunte. Le directeur de l'hôtel, encore sous le choc, lui accorda l'autorisation sans grande résistance. Il savait, comme nous tous, que l'affaire n'était pas close, et que l'ombre de l'incompréhensible planait encore sur l'hôtel du Levant. Je l'accompagnai jusqu'à la suite de Madame d'Alban. Tout y était figé, comme figé dans un décor que la mort n'avait pas encore osé bouleverser. Les draps étaient lissés, la coiffeuse ordonnée, et sur la petite table basse, un service à thé intact. Poirot se mit à examiner chaque chose avec une lenteur volontaire. Il ouvrit le secrétaire, feuilleta un carnet sans intérêt, inspecta minutieusement une broche émaillée, puis ses doigts s'arrêtèrent au soudain sur une boîte à lettres en cuir souple. « Voilà qui m'intrigue », murmura-t-il. À l'intérieur, divers papiers, des enveloppes, des cartes postales et un fragment de papier noirci, comme arraché d'un feu trop vite éteint. Poirot le saisit avec délicatesse. Une odeur de cendre montait du morceau, et sur ce papier, des caractères que je ne parvins pas à déchiffrer. Le papier était épais, granuleux, partiellement brûlé sur les bords. L'écriture, encre brune, sur fond jauni, ressemblait à un dessin plus qu'à une langue. Je n'y reconnus rien, sinon quelques symboles qui m'évoquaient vaguement l'arabe ou le persan. Poirot, lui, restait penché dessus, silencieux, les sourcils froncés. « Ce n'est pas une écriture que je maîtrise parfaitement, » dit-il enfin. « Mais ce n'est ni du grec, ni de l'hébreu, ni de l'arabe. C'est plus ancien, plus rare. » Je m'approchai, fasciné. Cela pourrait-il être une langue morte? Poirot sourit faiblement. « Non, mon ami. Ce n'est pas mort, mais cela appartient à un monde que peu de gens ici ont foulé. » Il sortit une loupe de sa poche, examina les caractères avec minutie. « Regardez ici, et là, des éléments répétitifs. Cette lettre n'était pas banale. » Il replia le fragment avec précaution, le glissa dans une enveloppe vierge, puis se redressa. « Il nous faut quelqu'un, un érudit, un œil formé à cette écriture, et il doit être digne de confiance. » Il s'interrompit. « À Nice, il y a un homme, le professeur Derian. » Je connaissais de nom ce spécialiste réputé, et je compris alors que nous allions devoir sortir un instant du théâtre feutré de l'hôtel, pour ouvrir une porte que l'on avait tenté de clore depuis longtemps. Nous partîmes pour Nice dans l'après-midi, en voiture privée. Le trajet se fit en silence. Poirot, les mains croisées sur ses genoux, ne cessait de caresser la bordure de l'enveloppe contenant la lettre. Ses yeux regardaient, sans voir, plongés dans des profondeurs où je ne pouvais le suivre. Le professeur Derian nous reçut dans son cabinet personnel, une pièce surchargée de livres, d'objets anciens et de fragments de manuscrits. « Monsieur Poirot, » dit-il en nous saluant, « je ne pensais pas vous voir un jour frapper à ma porte. Cela ne présage rien de léger. » Poirot sourit avec retenue. « Cher professeur, j'ai besoin d'un traducteur et d'un homme capable de discrétion. » Il lui tendit le fragment. Derian le prit avec des gestes précis, presque affectueux. Il l'examina un instant, puis leva les yeux. C'est du turc ottoman, époque pré-républicaine. L'écriture est ancienne mais très claire. Cela vient d'une plume instruite et d'un cœur inquiet. Il nous promit une traduction complète avant le soir. Nous attendîmes dans un silence tendu, bercé par les tics réguliers de l'horloge. Et moi, je sentais déjà que ce texte allait bouleverser tout ce que nous croyions avoir compris.
Lorsque le professeur Derian revint, son visage avait changé, moins assuré, moins détaché. Il tenait plusieurs feuillets soigneusement tapés à la machine. Voici ce que j'ai pu traduire. Le document n'est pas complet, mais le cœur du message est intact. Il se racla la gorge, puis lut lentement. Si le médaillon devait réapparaître, le mensonge remonterait à la surface. J'ai cru pouvoir l'enterrer, comme on étouffe un souffle. Mais il revient, ce souffle, et il pèse. On a sacrifié une innocente pour que l'oubli triomphe. J'ai été témoin, j'ai été silencieuse, et maintenant que la mer m'envoie ses reflets anciens, je sais que la vengeance me suivra. Je demeurai pétrifié. Poirot ferma les yeux un instant. « Ce n'est pas une lettre de menace, dit-il doucement. C'est une confession, une mise en garde. » Il regarda Derian. Le mot « sacrifié », il n'est pas anodin, ni ce médaillon d'ailleurs. Le professeur acquiesça. Dans certaines cultures ottomanes, offrir un médaillon revenait à transmettre une deste, une faute, une mémoire. Poirot me jeta un regard grave. Voilà, Hastings, nous ne sommes pas en présence d'un simple héritage contesté. Nous sommes au cœur d'une dette morale, d'une vérité que l'on a voulu effacer par la mort. Et je sentis, pour la première fois, que l'affaire nous emmenait dans une profondeur plus ancienne, plus tragique, que je n'aurais jamais osé imaginer. À notre retour à l'hôtel, l'air semblait plus lourd, plus dense, comme si les murs eux-mêmes avaient entendu ce que nous venions d'apprendre. Poirot monta immédiatement au 2e étage, sans même passer par sa chambre. Il me fit signe de le suivre discrètement jusqu'à celle de Madame Corallian. « Écoutez, » dit-il simplement, alors qu'il ouvrait lentement la porte restée entr'ouverte. Je humais l'air. Un parfum doux, légèrement boisé, flottait encore dans la pièce. Ambre, Hastings, un parfum ancien, utilisé dans certaines régions du Levant. Très peu de femmes en portent aujourd'hui, mais c'est exactement la même odeur que celle imprégnée dans le médaillon. Je m'approchai du meuble de toilette. Une petite fiole de verre, sans étiquette, y reposait. Poirot la prit, la renifla, puis referma le bouchon avec soin. Ce n'est pas une coïncidence. Ce parfum était sur le médaillon, donc sur la personne qui l'a caché dans le sable. Il resta un instant silencieux, pensif. Elle ne l'a pas tué, Hastings. J'en suis presque sûr. Mais elle est liée à cette histoire depuis bien plus longtemps qu'elle ne veut l'admettre. Il reposa la fiole, doucement. L'ambre, c'est la mémoire des choses enfouies, une résine du passé qui colle aux âmes. Plus tard dans la journée, Poirot me demanda de le laisser seul. Il sortit marcher sur la promenade, au bord de cette mer calme que j'avais tant admirée à notre arrivée, et que je regardais désormais avec méfiance. Je l'observais de loin, les mains derrière le dos, son pas lent, presque méditatif. Il semblait converser avec les vagues, comme si chaque ressac apportait une parcelle de vérité. À son retour, il avait le front légèrement plissé. Il s'assit sur le banc près de moi, sans un mot pendant de longues minutes. « Le moment approche, » dit-il enfin. Je me tournai vers lui. « Vous voulez dire la révélation ?» Il hocha la tête. Je sens les pièces s'emboîter, une à une. Mais il m'en manque une seule, la plus petite, peut-être, mais la plus essentielle. Il ferma les yeux un instant. L'ombre du passé flotte sur cette plage. Le meurtre ne visait pas le présent, Hastings. Il visait l'oubli. Puis, sans me regarder, il ajouta « Quand on tue pour protéger une vérité ancienne, ce n'est pas un crime impulsif, c'est un sacrifice. Et celui qui sacrifie finit toujours par trembler. » Le soir même, nous étions seuls dans le petit salon privé de l'hôtel. Une lumière douce filtrait à travers les stores.
et le tic-tac discret de l'horloge rythmait le silence. Poirot, immobile dans son fauteuil, regardait fixement l'éventail brisé posé sur la table basse. « Hastings, dit-il enfin d'un ton posé, ce crime n'a rien à voir avec la fortune de Madame d'Alban. Ou, du moins, pas directement. » Je relevai les yeux, surpris. « Vous ne croyez pas que Roland... » Il secoua doucement la tête. « Non, ce garçon est peut-être vaniteux, inconséquent, mais pas assez profond pour un crime aussi ancien. » Il marqua une pause, puis poursuivit. « Ce n'est pas une jalousie moderne que nous traquons, c'est un fantôme, une silhouette oubliée que le temps n'a pas effacée. » Je sentais chez lui cette concentration rare, celle qui précédait toujours ces grandes révélations. Il reprit « Ce n'est pas ici qu'il faut chercher, Hastings, c'est dans une autre époque, une autre ville, une autre vérité. » Il se leva lentement. « Suivez-moi. Il est temps que je vous parle d'Istanbul. » Nous nous installâmes dans la véranda, et Poirot commença à parler d'un ton plus bas, comme s'il récitait une histoire connue de lui seul. En 1913, avant la guerre, j'étais à Istanbul pour une affaire délicate. Un diplomate français, accusé d'espionnage. Mais dans l'ombre de cette affaire, un autre scandale éclata, discret, effacé des archives officielles. Il fit une pause, les yeux fixés sur l'horizon. Une jeune gouvernante arménienne, Narin Jan, travaillait dans la maison d'un certain comte d'Alban, le père de Cécile. Elle était instruite, discrète, mais elle avait vu quelque chose, entendu peut-être. On ne saura jamais vraiment. Toujours est-il qu'un jour, elle disparut, sans laisser de traces. Je le regardais, interdit. Disparue? Officiellement, elle aurait quitté la maison de son plein gré. Mais les domestiques disaient autre chose. Ils parlaient de cris, d'un médaillon arraché, d'un départ précipité et d'un silence exigé. Poirot soupira. Cécile avait alors 17 ans. Elle vivait dans cette maison. Elle savait. Peut-être n'a-t-elle rien dit. Peut-être a-t-elle eu peur. Il se tut un moment. Et ce silence, Hastings, ce silence-là, on le paie un jour. Poirot sortit le médaillon de sa poche, le plaça dans la paume de sa main et l'observa comme on observe un objet sacré. Ce bijou, Hastings, n'est pas simplement un ornement, c'est un témoin, un marqueur. Je me penchai. Les initiales, gravées finement, ND, étaient nettes malgré le passage du temps. Ce médaillon appartenait à Narin Jan, dit Poirot. Je l'ai vu une fois, dans un croquis d'archives, oublié dans une note de service diplomatique. Il lui avait été offert par sa mère, avant son départ d'Anatolie. Il ne la quittait jamais. Je frissonnais. Et quelqu'un l'a replacé ici, sur cette plage. Poirot acquiesça lentement. Il a été déposé dans le sable comme un rappel, comme un défi, comme un fil qu'on veut faire remonter à la surface. Je mesurais alors l'ampleur du lien. Cela signifie que celui ou celle qui l'a laissé ici savait tout, exactement. Et cela signifie aussi que le crime commis ici, à Beaulieu-Lorient, est un écho, un miroir de ce qui s'est passé là-bas, à Istanbul, en 1913. Il referma la main sur le médaillon. Et ce miroir, mon ami, ne reflète pas l'image d'un héritier impatient, mais celle d'un témoin, silencieux, devenu justicier. Je restai silencieux un long moment, tentant d'assembler dans mon esprit tous les morceaux que Poirot avait posés devant moi. Vous croyez que l'un des invités... Oui, Hastings. Il me coupa sans rudesse. Je crois que l'un de ces visages que nous avons observés autour de la table du dîner n'est pas celui qu'il prétend être. Il se leva, fit quelques pas, les mains dans le dos.
Il ou elle était là en 1913, assez jeune pour tout comprendre, trop jeune peut-être pour agir, mais pas assez pour oublier. Il s'arrêta net. Ou alors, il ne s'agit pas d'un simple témoin. Il s'agit peut-être de Narinjan elle-même. Je tressaillis. Mais on disait qu'elle avait disparu. Poirot me fixa, les yeux brillants. Justement, quelle meilleure couverture que la mort ou la fuite? Elle aurait pu survivre, changer de nom, revenir, vivre dans l'ombre de ceux qui l'ont trahi, jusqu'au moment propice. Vous pensez à Madame Corallian? Il ne répondit pas immédiatement. Elle porte l'ambre. Elle parle peu. Elle semble hantée. Mais rien n'est encore sûr. Je sens seulement que l'assassin ne regarde pas vers l'avenir. Il regarde vers ce que l'on a voulu lui voler. Nous remontâmes en silence vers notre étage. Les couloirs étaient calmes, comme figés dans un souffle d'attente. Poirot s'arrêta devant la fenêtre donnant sur les jardins. La lumière du soir déclinait doucement. Hastings, trop de gens croient que les crimes naissent de l'envie, de la cupidité, du désespoir immédiat. Mais certains naissent d'une injustice ancienne. Je l'écoutais sans rien dire. Il poursuivit plus bas. Ce n'est pas l'héritage de Madame d'Alban qui est en jeu ici. C'est celui d'un silence, d'une vérité que l'on a enfouie sous les années, les convenances, les titres, mais que le médaillon, le parfum d'ambre et cette lettre partiellement brûlée ont réveillé. Il marqua une pause. Ce crime n'est pas le fruit d'une colère subite. C'est un acte mûri, un rappel, une façon de dire « je n'ai pas oublié ». Il posa une main sur mon épaule. Et c'est cela, Hastings, qui rend l'affaire si complexe, car on ne juge pas un meurtre ancien avec les mêmes yeux qu'un meurtre d'avidité. Je compris alors que nous n'étions pas seulement en quête d'un coupable, mais face à une histoire qu'on avait crue disparue, et qui, comme les cendres d'une lettre, trop vite étouffée, avait trouvé le moyen de renaître. Le salon de l'hôtel avait été transformé, sur l'ordre de Poirot, en une scène de théâtre silencieuse où chaque protagoniste occupait sa place. Les rideaux étaient tirés, la lumière tamisée. Tous les invités avaient été conviés sans explication, et l'atmosphère était lourde d'attente. Je sentais l'agitation contenue de certains, la curiosité glacée d'autres. Roland tapotait nerveusement le bras de son fauteuil, tandis que Madame Corallian gardait les mains jointes sur ses genoux, impassible. Poirot s'avança d'un pas lent vers le centre de la pièce, les bras croisés derrière le dos, et s'arrêta. « Mes amis, je vous remercie d'être venus. Ce que j'ai à dire concerne chacun d'entre vous, de près ou de loin. » Un silence compact tomba sur l'assemblée. L'heure est venue de faire tomber les masques. Je connaissais ce ton, ce calme presque paternel, sous lequel se cachait la tension d'une vérité prête à éclater. Et cette fois, je sentais que les révélations à venir n'épargneraient personne. Poirot se tourna lentement vers Madame Corallian. Son regard était doux, mais ferme. « Madame, ou devrais-je dire, Mademoiselle Narinjan ?» Un frémissement traversa la pièce. Roland se redressa brusquement, et la comtesse Laumont ouvrit la bouche sans trouver de mots. Madame Corallian, elle, ne bougea pas. Elle soutint le regard de Poirot avec une étrange dignité. « Vous avez disparu en 1913, à Istanbul, après avoir été témoin d'un événement que d'aucuns ont tenté d'effacer. Vous n'êtes pas morte, vous avez fui. Vous avez changé de nom, changé de vie. Mais jamais, vous n'avez oublié. » Elle baissa les yeux un instant, puis les releva. « Je n'ai jamais voulu revenir ici, » murmura-t-elle. « Mais quand j'ai appris que Madame d'Alban séjournait dans cet hôtel, j'ai su que le passé me rattraperait. » Poirot hocha la tête.
ce médaillon, laissé sur la plage, ce parfum d'ambre si particulier. Vous n'avez pas commis ce meurtre, madame, mais vous l'avez pressenti, et vous avez voulu, peut-être, lui donner une voix. » Un silence respectueux suivit. Jamais je n'avais vu une scène si sobre, si tendue et si profondément humaine. Mais, poursuivit Poirot après une pause calculée, il serait trop facile et profondément injuste de croire que c'est vous, madame, qui avez porté le coup fatal. Je vis plusieurs visages se tourner à nouveau vers elle, l'incrédulité au bord des lèvres. Vous êtes venu ici dans le but d'observer, de comprendre, de faire face, mais non pour tuer. Madame Corallian se redressa lentement, les mains crispées. J'ai cru pendant longtemps que la justice n'existait pas pour les gens comme moi, ceux dont la douleur n'avait pas de langue officielle. Poirot l'écouta avec une bienveillance réelle. Mais la justice existe, madame. Elle demande du temps. Elle exige la vérité. Et elle commence par ne pas accuser les innocents sous prétexte qu'ils reviennent du passé. Il se tourna vers les autres invités. Le véritable assassin, mes amis, se cache toujours. Il espérait que l'identité secrète de Madame Corallian suffirait à brouiller les pistes. Mais il a négligé un détail que je vais maintenant révéler. Je compris à cet instant que tout ce que nous avions cru voir, tout ce que nous pensions avoir compris, était un leurre patiemment tissé. Poirot s'immobilisa face au docteur Ellis, dont le teint pâlit sensiblement. « Docteur, votre passé à Istanbul était, jusqu'ici, soigneusement gardé. Vous étiez alors attaché médical à la légation française, mais vous étiez surtout l'ami intime du comte d'Alban. » Le docteur tressaillit, mais ne répondit pas. Ce lien, vous ne l'avez jamais renié. Et lorsque Madame d'Alban a décidé de séjourner à Beaulieu-Lorient, vous avez pris soin d'être là. Par loyauté, peut-être, mais aussi par crainte. Le docteur se redressa, la voix dure. « Vous insinuez que j'ai tué Cécile ? » ?»« Non, docteur, je ne l'insinue pas, je l'affirme. » Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Poirot poursuivit. « Vous l'avez tué parce que le retour de Narinjan réveillait l'ombre d'une époque où vous avez trahi la confiance d'une jeune fille. Cécile savait. Elle menaçait peut-être de parler. Ou elle vous a reconnu. Dans un accès de panique, vous avez choisi d'éteindre ce risque. » Le docteur Ellis s'effondra dans son fauteuil, et je compris que l'accusation venait de porter. Poirot se pencha alors vers la table basse, saisit l'éventail brisé que j'avais à peine remarqué plus tôt, et le tendit au docteur Ellis. « Cet objet, docteur, se trouvait à côté du corps. Vous l'avez placé là volontairement pour maquiller la scène, un geste qui suggérait un accident ou une dispute féminine. » Il leva lentement le médaillon. « Mais c'est l'odeur d'ambre, persistante, sur la scène du crime, qui vous a trahi. » Il se tourna vers nous tous. « Cette essence est très rare. Seule Madame Corallian en possédait. Or, elle ne portait plus ce parfum depuis plusieurs années, sauf sur ce médaillon qu'elle gardait dans un coffret. » Il fit une pause éloquente. « Quelqu'un a dérobé cet objet, l'a frotté dans les plis de l'éventail et a laissé une trace olfactive sur le cou de la victime. » Il posa doucement les deux objets sur la table. « Vous avez utilisé la mémoire même de la gouvernante pour orienter l'accusation. Un stratagème cruel, mais imparfait. » Le docteur baissa les yeux, et dans ce silence pesant, je compris que tout venait de s'achever. Lorsque les gendarmes franchirent le seuil du salon, le docteur Ellis ne montra ni surprise ni colère. Il resta assis, les mains croisées sur les genoux, le regard planté dans le vide, comme s'il avait deviné que ce moment viendrait tôt ou tard. Je l'observais, troublé malgré moi, par cette absence totale de réaction. Il ne protestait pas,
ne cherchait pas à nier. Il avait l'air résigné. Poirot, debout à mes côtés, restait silencieux. Il suivait chaque mouvement avec cette intensité tranquille qu'il savait maintenir jusque dans les instants les plus graves. Le docteur Ellis se leva à l'appel de son nom, lentement, avec une raideur presque digne. L'un des agents s'approcha, les menottes en main, mais Poirot fit un discret geste de tête. Le gendarme comprit et les rangea sans un mot. Le docteur adressa à Poirot un regard bref, mais d'une profondeur inattendue. « Vous n'avez jamais oublié » souffla-t-il dans un souffle à peine audible. Poirot incline doucement la tête, sans répondre. Puis le docteur se laissa emmener. Pas un regard en arrière, pas un mot de justification. Il quittait la scène comme un homme qui, enfin, ne fuit plus. Et je sus alors qu'il avait, depuis des années, porté ce fardeau dans l'ombre, jusqu'à ce que la lumière le rattrape. Après le départ du docteur, le silence s'était installé, non plus comme un vide, mais comme un apaisement. Poirot me proposa de marcher un peu sur la terrasse, surplombant la mer. Il avait cet air pensif qu'il adoptait toujours lorsqu'il avait fermé les derniers volets d'une affaire, mais que l'âme, elle, restait entr'ouverte. « Hastings, mon ami, » dit-il doucement, en posant ses coudes sur la balustrade. « Vous souvenez-vous de ce que je vous disais un jour au sujet de la mer ?» Je fronçai les sourcils. Que la mer, même quand elle semble calme, n'oublie jamais ce qu'on lui a confié. Il sourit avec mélancolie. Exactement. La vérité, voyez-vous, est pareille. On croit souvent pouvoir l'enfouir, on la croit morte, effacée, mais elle revient, parfois après des décennies, comme les vagues qui viennent lécher les pierres jadis piétinées. Je l'écoutais en silence, car je sentais qu'il ne s'agissait pas seulement de cette enquête, mais d'un aveu plus large, plus intime. Ce n'est pas la justice des hommes qui triomphe toujours, Hastings. C'est le souvenir, la mémoire, et l'idée qu'un jour, ce qui a été, tu reviendras à la surface. Il se redressa, lentement. Il faut parfois beaucoup de temps, mais elle revient, toujours. Et dans cette phrase, il y avait quelque chose de profondément vrai et infiniment triste. Poirot s'était retiré dans sa chambre, et moi, incapable de dormir, je descendis seul sur la promenade. La mer était paisible, d'un calme presque irréel. Le vent s'était apaisé, et seules quelques vaguelettes venaient effleurer les rochers avec douceur. Le genre de nuit où l'on pourrait croire que rien de terrible ne s'est jamais produit en ce monde. Et pourtant, mon esprit restait hanté, non par l'image du docteur arrêté, ni même par celle de Cécile dans la chambre close. Ce qui me troublait, c'était la ligne invisible entre la justice et la vengeance. Cette ligne que, parfois, même un homme aussi rationnel que Poirot reconnaissait comme floue. Je repensais à Naranjan, à cette vie brisée, déplacée, recousue en silence. Elle n'avait pas tué, non, mais elle avait vécu dans l'ombre d'un crime qu'elle n'avait pas commis et dont la lumière n'était revenue qu'au prix d'une autre mort. Je me demandais, avons-nous vraiment réparé quelque chose ou avons-nous seulement mis en lumière une douleur que personne ne savait nommer? Je restais là longtemps, les mains dans les poches, à contempler cette ligne noire qui séparait le ciel de la mer. Et je compris que cette affaire me resterait en mémoire, plus que d'autres. C'est au petit matin que je la vis. Narinjan, ou plutôt Madame Corallian, descendait lentement les marches de l'hôtel, une valise discrète à la main. Elle marchait d'un pas calme, presque cérémoniel, comme quelqu'un qui tourne enfin une page qu'il croyait figée. Dans l'autre main, elle tenait l'éventail, celui-là même qui avait été brisé, et que Poirot, sans rien dire, avait fait réparer par un artisan de la ville.
Les fines nervures de bois avaient retrouvé leur souplesse, les motifs floraux avaient été délicatement restaurés. Et dans ses doigts, cet objet semblait tout à coup redevenir ce qu'il avait peut-être toujours été, un symbole, non plus de manipulation, mais de mémoire apaisée. Elle s'arrêta une seconde, juste avant de franchir les grilles de l'hôtel. Elle leva les yeux vers les fenêtres, et son regard croisa le mien. Elle ne sourit pas, mais elle inclina légèrement la tête, un geste silencieux, profond, presque solennel. Puis elle disparut. Je ne sus jamais vers quelle destination elle se dirigeait, mais je compris que ce départ, loin d'être une fuite, était une délivrance, et que parfois, quitter un lieu, c'est y laisser ce que l'on ne pouvait plus porter. L'hôtel du Levant retrouva peu à peu son rythme habituel. Les couverts revinrent chanter sur la porcelaine du petit déjeuner. Les journaux furent glissés sous les portes, et le personnel reprit ses gestes quotidiens avec une rigueur discrète. Pour un œil non averti, rien n'avait changé. Et pourtant, un silence nouveau planait sur les lieux. Ce n'était pas le silence de la mort, ni celui du secret, mais celui de ce qui a été révélé et désormais repose. Un silence chargé de mémoire. Je notais chez les autres invités une retenue polie, presque une pudeur. On évitait les regards prolongés, les conversations sur l'affaire. Chacun semblait vouloir préserver quelque chose, non pas l'oubli, mais la dignité. Poirot, quant à lui, se tenait plus souvent que d'ordinaire sur la terrasse, à siroter son chocolat en observant les allées et venues. Il n'avait plus rien à dire, du moins sur cette affaire. Et je sentais que cela aussi faisait partie de sa méthode. Savoir quand le silence doit parler à sa place. Je repensais à cette phrase qu'il avait prononcée. La vérité revient toujours, comme la mer. Oui, mais elle laisse des marques, des empreintes sur le sable, des cendres dans les replis du souvenir. La Riviera, belle, dorée, semblait intacte. Mais elle portait désormais en elle une ombre douce, celle d'un éventail réparé, d'un médaillon retrouvé et d'un secret ancien, enfin reposé. Et moi, je n'oublierai jamais ce que cette nuit-là nous avait appris sur les cœurs humains. Parfois, ce ne sont pas les cris, mais les silences anciens qui portent les vérités les plus lourdes. Et vous, auriez-vous su reconnaître la justice, même si elle portait le visage du passé? Si cette histoire vous a touché, likez la vidéo, laissez en commentaire votre réponse et abonnez-vous pour d'autres mystères empreints d'élégance, car certaines énigmes, même résolues, continuent de murmurer dans nos mémoires.